Le travail de scénariste de bande dessinée n'est pas aisé. Il n'est pas aisé aujourd'hui, et il était encore moins quand la bande dessinée ne se vendait que dans les kiosques. Chaque semaine, il fallait relever le même défi, s'assurer que le jeune lecteur sacrifie son argent de poche pour acheter encore et toujours le même journal. Si le dessinateur de bande dessinée peut accéder au statut de vedette, comme Hergé, Uderzo, Peyo ou Charles Schulz, les noms des scénaristes connus par le grand public se comptent sur les doigts d'une main. On peut citer Goscinny, on peut citer Stan Lee, et c'est à peu près tout. Pourtant, dans cette industrie où il fallait imprimer des millions de pages chaque jour, le besoin de renouveler les histoires à raconter était immense. Dans cet océan de papier, les Américains et leurs comics étaient parmi les plus gros consommateurs d'imaginaire. Bill Mantlo a travaillé pour la maison d'édition Marvel entre 1974 et 1987 dans un rythme effréné. Il n'était pas rare que dans le même mois, 3 ou 4 magazines publient des histoires portant sa signature. Dans un tel cadre, il est difficile de parler d'une œuvre. Les contraintes sont multiples et les règles à respecter immuables. Il y a une patte Marvel, un certain type d'humour, de rythme, de thème. On peut dire sans trop exagérer que 90% des scénarios de Bill Mantlo sont du bon travail, mais difficile de les sortir du lot des productions proposées par ses camarades. Pourtant, le parcours de Mantlo n'est pas banal. Sa carrière de scénariste ne s'arrête pas en 1987 par hasard. En fait, Bill a commencé des études d'avocat en parallèle de son métier de scénariste, et c'est en 1987 qu'il passe le barreau et commence à exercer. Son choix est empreint des valeurs qu'il attribue à ses super-héros. Il devient public defender pour la Legal Aid Society, c'est-à-dire avocat pour ceux qui ne peuvent pas se payer d'avocat. Il exerce dans le Bronx, un quartier connu à l'époque, pour son taux de criminalité élevé. Il sera un avocat réputé pour sa pugnacité et son franc-parler, devant souvent s'acquitter d'amendes ou même de jours de prison pour ses outrages au tribunal, mais cette belle carrière s'arrêtera brutalement un jour d'été 1992, quand Bill sera victime d'un accident de circulation et se retrouvera dans un état végétatif. La question à laquelle cette vidéo va tenter de répondre est simple. Peut-on trouver les traces de l'avocat Bill Mantlo dans les histoires du scénariste ? Spoiler alert, oui. Encore une fois, il faut garder en tête que 90% des scénarios écrits par Bill Mantlo sont ce que beaucoup de scénarios de l'époque sont censés être, amusants et oubliables. Mais si on prend le temps de se pencher en détail sur les centaines d'histoires qu'il racontait, on trouve des raisons de penser que dans un marasme de création stakhanoviste, on peut parfois insuffler un peu de sa personnalité, faire passer un message. On peut même défendre des valeurs qui ont un sens pour la société, et on peut, parfois, devenir un auteur. La carrière de scénariste de Bill Mantlo démarre avec Deadly Hands of Kung Fu, numéro 7, en décembre 1974, où il reprend la série Son of the Tiger, dessinée par George Pérez. Si les premières histoires sont classiques, avec un esprit Marvel respecté, certains détails prennent peu à peu place et vont donner à la série une couleur particulière. Abraham Brown, par exemple, est victime de racisme. La violence urbaine est décrite avec froideur, et la police n'est pas toujours présentée de manière positive. Au numéro 19 du magazine, Bill Mantlo introduit le personnage de White Tiger sous les traits d'Hector Ayala, le premier super-héros hispanique de l'univers Marvel. Au début de l'épisode, Bill se met en scène avec son dessinateur, George Pérez, dans les quartiers de Brooklyn, expliquant qu'il cherche à ajouter plus de réalisme dans ses scénarios. Et c'est vrai. Il va ajouter dans ses histoires des problèmes que George Pérez, portoricain comme Hector Ayala, a rencontrés quand il vivait dans le sud du Bronx. Avec White Tiger, on va parler de drogue et de violence policière. Les décors sont remplis de quartiers misérables, les personnages sont confrontés à des problèmes concrets, durs, injustes. Dès le premier épisode consacré au personnage, dans le numéro 20, un enfant meurt. Déjà, c'est horrible. Mais attention, il meurt des mains d'un policier, alors que le White Tiger tente de le soustraire de l'emprise d'un gang. C'est un monde injuste,
où les tentatives de justice amènent plus de malheur que de soulagement. Les rues sont sales, la violence banale, quotidienne et obligatoire. Dès ses premières créations, Bill Mantlo insuffle un ton qui n'appartient qu'à lui. Dans cette même série, Bill crée également le personnage de Jack of Hearts, qu'il utilisera par la suite dans d'autres magazines, on y reviendra. À noter un détail rapide, pas tellement repris par la suite à ma connaissance, dans le numéro 30, il est mentionné que le père de Jack of Hearts a été tué parce que jugé trop proche du gouvernement socialiste du Chili. En parallèle de Son of the Tiger, Bill Mantlo deviendra le roi des fill-in stories, des histoires isolées de la continuité d'une série, permettant aux scénaristes principaux de rattraper le retard qu'ils pouvaient avoir sur leur travail. Ainsi, de manière ponctuelle, il écrira entre autres du X-Men, du Thor, du Captain America, du Daredevil ou du Son of Satan. C'est durant cette période qu'il multiplie les numéros de Marvel 2-in-1 et Marvel Team-Up, des magazines spécialisés dans des histoires courtes, avec, pour chaque numéro, une combinaison de héros renouvelés. Il écrira également la fin d'une série qui n'aura pas trouvé son public, Champions, du numéro 8 au numéro 17. Il y soumettra l'idée que des Russes peuvent être gentils, et oui, avec notamment l'accent mis sur Darkstar, personnage qui sera développé par la suite dans de nombreuses histoires de l'univers Marvel. Bill Mantlo se voit ensuite confier un personnage d'une envergure populaire un peu plus grande, Iron Man. Il en écrira une vingtaine d'épisodes, où il approfondira la relation sentimentale entre Tony Stark et Madame Masque. Il fera de Jack of Hearts l'apprenti d'Iron Man et fera revenir Darkstar dans un arc consacré à une guerre galactique entre deux races extraterrestres. Ayant fait ses preuves sur Iron Man, il se voit ensuite confier Spectacular Spider-Man, série dédiée aux héros phares de la maison, publiée parallèlement à la série principale Amazing Spider-Man. Il y signe notamment la saga Carry On, centrée sur un mystérieux antagoniste qui harcèle Peter Parker et semble connaître tous ses secrets. Cette intrigue provoquera quelques frictions avec Marvel, puisque la fin initialement prévue devra être modifiée en urgence. Dans la version de Bill, Carry On était un clone de Peter Parker. L'éditeur lui impose finalement de le transformer en clone du professeur Warren, alias le Chacal, l'un des adversaires récurrents de Spider-Man. A noter que l'idée du clonage de Peter, déjà introduite en 1975 par Len Wein, deviendra par la suite l'un des ressorts scénaristiques les plus exploités de la franchise. Bill Mantlo quitte la série début 1980, mais reviendra dessus en 1982 pour une trentaine d'épisodes. Notons la mise en scène d'un dernier repas très christique, dans un épisode où Peter, peu sûr de se sortir vivant de sa prochaine confrontation avec le Dr Octopus, fait ses adieux à tous ses amis. Mantlo écrira également une romance entre Black Cat et Spider-Man, puis livrera son dernier épisode pour le numéro 89 d'avril 1984. En parallèle de Spectacular Spider-Man, Mantlo écrit deux autres courtes séries, Human Fly et Man from Atlantis. Human Fly était un concept assez bizarre puisqu'il mettait en scène les exploits d'un vrai cascadeur canadien, connu à l'époque pour avoir marché sur un DC-8 en plein vol. On imagine que le concept de héros du réel aura plu à Mantlo. Pour Man from Atlantis, il s'agit d'une adaptation de série télé comme il s'en faisait par dizaines à l'époque. Va ensuite une tâche plus délicate, la reprise de Howard the Duck, jusque-là intimement associé à son créateur Steve Gerber, dans le cœur des fans. Pour la petite histoire, Gerber fut le premier scénariste à engager un procès en droit d'auteur contre Marvel, après avoir découvert que la compagnie comptait céder le personnage pour une adaptation cinématographique. L'affaire fit grand bruit, notamment lorsque le légendaire Jack Kirby prit publiquement son parti, allant jusqu'à co-signer Destroyer Duck, un comics destiné à lever des fonds pour financer la bataille judiciaire de Gerber contre Marvel. Sur Howard, dès le premier épisode, Mantlo fait ce qu'il sait faire, un lien avec ses précédents écrits. Il crée ainsi Iron Duck, référence comique à Iron Man. Par la suite, malgré tout le bien que l'on peut penser de Gerber,
force est de constater que c'est Mantlo qui apportera de la profondeur au personnage, notamment via la création du Duck World ou l'exploration de sa relation avec Beverly Swisler. La première grande œuvre originale de Bill Mantlo arrive en janvier 1979 avec Micronauts. Fruit d'un contrat avec l'entreprise de jouets Mego, la série met en scène des jouets très populaires entre 1977 et 1978 sous les sapins de Noël des petits Américains. Dans ce space opéra somme toute classique, avec un méchant très méchant, des rebelles, une princesse forte tête et des robots rigolos, Mantlo insiste régulièrement sur l'organisation de l'univers parallèle Homeworld, où les riches profitent du luxe et d'une éternelle jeunesse, au prix des corps des pauvres, qui n'existent que pour les servir. La série connaîtra 58 numéros sous l'ère Mantlo, puis fera l'objet d'un culte certain, qui aboutira à de nouvelles séries dans les années 2000, cette fois chez les maisons d'édition Image, Devil's Due ou IDW. À partir de mars 1980, tout en continuant son travail sur Spectacular Spider-Man et Micronauts, Bill Mantlo se voit confier un autre titre majeur de la maison Marvel, The Incredible Hulk. C'est un défi de taille car il s'agit d'un personnage emblématique, au cœur même de l'imaginaire super-héroïque, dans l'équilibre fragile entre science, monstruosité et humanité, offre un champ d'exploration unique. Mantlo tiendra les rênes du titre pendant plus de 5 ans, livrant plus de 70 épisodes, et marquera durablement l'histoire du Colosse de Jade. Dès le numéro 271, en mai 1982, Mantlo introduit un personnage secondaire qui mettra longtemps à trouver sa place avant de devenir une figure centrale de l'univers Marvel, Rocket Raccoon. Mais c'est surtout dans sa manière de traiter Hulk et Bruce Banner que le scénariste innove. L'une de ses contributions majeures réside dans l'exploration d'un Hulk intelligent. Banner, après des années de lutte intérieure, parvient enfin à contrôler sa créature, donnant naissance à une nouvelle dynamique, inattendue mais logique, qui renouvelle en profondeur le personnage. Mantlo excelle également dans l'art de déplacer le regard. Dans le numéro 239, il raconte le drame d'un homme qui a tout perdu à la suite d'une des nombreuses destructions provoquées par Hulk. Ces scènes de chaos étaient monnaie courante depuis la création du personnage, mais jamais personne n'avait songé à donner la parole aux victimes collatérales de cette violence titanesque. Avec cet épisode, Mantlo apporte une dimension sociale et humaine au récit, ancrant le mythe dans une réalité plus sombre et tragique. L'expérimentation est une autre marque de fabrique de son passage sur la série. Dans les numéros 294 et 295, Banner, persuadé d'avoir trouvé une voie rédemptrice, utilise les rayons gamma pour soigner un chien avant d'envisager la même approche pour des humains. Comme souvent dans The Incredible Hulk, l'illusion d'un espoir se renverse vite en cauchemar, illustrant la fatalité qui pèse sur Banner, condamné à voir ses bonnes intentions se retourner contre lui. Le numéro 300 marque un tournant majeur, le retour du Savage Hulk, incontrôlable et ravagé par la fureur. Face à une telle menace, Doctor Strange prend une décision radicale, bannir Hulk dans une dimension parallèle, le Crossroads. Cet arc ouvre une parenthèse dans l'histoire du personnage. Les épisodes qui suivent s'aventurent dans un registre presque psychédélique, aux accents d'Uchronie et de science-fiction expérimentale. Le numéro 302, par exemple, se distingue par un récit entièrement dialogué dans une langue inconnue, jamais traduite pour le lecteur, une audace narrative rare dans un comics mainstream. Ce cycle marque la fin de la contribution de Mantlo au titre. Au numéro 313, Hulk retourne finalement sur Terre et se retrouve face à l'équipe d'Alpha Flight, une transition volontaire, puisque Mantlo s'apprête à prendre en main cette nouvelle série. Avec le numéro 314, la relève est assurée par John Byrne, qui reprendra la destinée du Colosse Vert. L'héritage de Bill Mantlo sur The Incredible Hulk réside donc autant dans ses expérimentations formelles que dans sa volonté de sonder les zones d'ombre du personnage. Là où d'autres scénaristes se concentraient sur les affrontements titanesques et les destructions spectaculaires, Mantlo n'a cessé de chercher à comprendre ce que signifiait réellement être Hulk, en explorant à la fois la douleur intime de Banner et les conséquences terribles de son existence sur le monde qui l'entoure. Sur Alpha Flight, une équipe canadienne créée dans la série Uncanny X-Men, Bill va développer plusieurs histoires marquantes, notamment le passé de Wolverine, dans le numéro 31, le mariage de Namor, au numéro 40,
la mort de Snowbird, dans le numéro 44, et un personnage trans avant la lettre, avec la transformation de Walter Langowski en Wanda, au numéro 45. Bill Mantlo rend souvent un hommage appuyé au cinéma de science-fiction des années 50, et le numéro 47 en est un bon exemple, avec un mélange très réussi entre l'invasion des profanateurs de sépulture et de Fink. Ce goût pour la science-fiction, Bill Mantlo va pouvoir l'exploiter à fond sur Rome, un nouveau personnage tiré d'un jouet. La série met en scène un chevalier robot venu d'une planète lointaine, Galador, arrivé sur Terre avec une mission précise, traquer les spectres noirs, des extraterrestres métamorphes qui se cachent sous l'apparence d'êtres humains ordinaires. Grâce à son analyseur, Rome peut dévoiler leur véritable nature, et à l'aide de son neutraliseur, il est banni dans les limbes. La particularité du titre tient à la nature même du héros. Rome appartient non pas à Marvel, mais à Parker Brothers, un fabricant de jouets. Cette contrainte juridique rendit sa place dans l'univers Marvel très singulière. En 1986, la maison d'édition perdit la licence et se retrouva dans l'impossibilité non seulement d'utiliser le personnage, mais aussi de réimprimer les épisodes où il apparaissait. Pourtant, durant les années de sa publication, l'impact de Rome sur l'univers Marvel fut considérable. Un exemple parmi tant d'autres concerne le personnage de Rogue, ou Malicia en français, future figure emblématique des X-Men. Avant de rejoindre l'équipe, elle évoluait dans les rangs criminels de la confrérie des mauvais mutants. C'est dans Rome numéro 32, alors qu'elle tente d'absorber les pouvoirs du Chevalier Galactique, que Bill Mantlo suggère pour la première fois qu'elle pourrait embrasser une destinée héroïque. Une idée que Chris Claremont reprendra et développera quelques mois plus tard, lorsqu'il fait débarquer Malicia au manoir des X-Men dans Uncanny X-Men numéro 170. Dans Spectacular Spider-Man numéro 64, paru en mars 1982, Bill Mantlo introduit deux nouveaux personnages, Cloak and Dagger. Ils feront d'abord des apparitions récurrentes dans la série avant d'obtenir leur propre magazine. Tyrone et Tandy sont deux adolescents à qui l'on a injecté une héroïne synthétique et qui en retirent leur pouvoir. Tandy peut créer des poignards de lumière et canaliser cette énergie pour soigner, alors que Tyrone peut se téléporter et devenir intangible grâce à la force obscure. Tous deux tirent leur pouvoir des émotions des personnes qu'ils touchent. Dagger se nourrit de l'espérance, Cloak de la peur. Dans leur propre série, les deux adolescents s'attaquent aux trafiquants de drogue et tendent la main aux victimes. À ce jour, pas un seul des 11 numéros de la série originale n'a été traduit en français. Il faut dire que le ton s'éloigne de ce que l'on attend habituellement d'un comic book de super-héros. Ici, le lecteur est plongé dans un univers de pipe-show et de drogue, de rues crasseuses et d'égouts, de nuits sans fin et de pluies battantes. À propos de la série, Bill Mantlo déclare « Cloak and Dagger sont un bon véhicule pour des histoires vraies parce qu'ils sont noirs et blancs, et pourtant, ils sont l'exemple vivant que tout est ambigu et qu'il n'y a pas de noir et blanc. » Il déclare également « Leur but est de sauver les gens, pas d'arrêter un braquage de banque ou de mettre les gens en prison. Ils essayent d'aider les petites gens dont les vies sont changées par le crime. » À cette époque, l'envie de Bill de devenir un avocat a déjà bien avancé dans son esprit. Le magazine est lancé en 1985, Bill deviendra avocat en 1987. La dernière série que Bill Mantlo écrit pour Marvel est Swords of the Swashbucklers, un mélange de science-fiction et de piraterie. Domino Drake, une mutante qui peut contrôler les éléments, se joint à la pirate intergalactique Raider pour combattre les méchants Colonizers qui ont enlevé ses parents. L'histoire part dans tous les sens, mais respecte son postulat. Il y a, à chaque épisode, des pirates, des extraterrestres, des batailles dans l'espace et des mutants. La série s'amuse également à remettre en question le rôle de la femme dans les récits d'aventure. Ici, il n'y a pas de héros, que des héroïnes, pas de véritable sous-intrigue amoureuse, les hommes sont clairement décrits comme des brutes, parfois juste des corps, et les scènes de saphisme s'intègrent dans le récit
sans grand-peine. Durant sa carrière, Bill Mantlo a écrit plus de 600 histoires. Pour ce survol nécessairement succinct, j'ai dû mettre de côté plusieurs projets du scénariste. Citons donc quelques-uns d'entre eux. Rocket Raccoon est d'abord créé en 1976 dans le numéro 7 de Marvel Preview. Si le retour du personnage dans Hulk 271 ne fut pas bien reçu par les lecteurs, Mantlo continua de défendre auprès de Marvel la possibilité de donner plus de place au personnage. Les animaux qui parlent, depuis l'arrêt de Howard the Duck, n'avaient plus les bons auspices de la maison d'édition. Mais le succès inattendu des Tortues Ninja en 1984 débloqua la création d'une mini-série de 4 épisodes dessinée par l'immense Mike Mignola. Rawhide Kid, un des comics les plus vendus par Marvel avant le succès des super-héros, fit un bref retour sous la plume de Bill Mantlo en 1985. L'histoire décrit un homme vieillissant, hanté par son passé. Ne pouvant s'empêcher de parler de problèmes sociaux, Mantlo fait combattre le Ku Klux Klan au numéro 3 de la série. Citons également Vision and the Scarlet Witch, traduit et édité en France en 1984, le Tournoi des Champions en 1982, où Bill Mantlo continue de recycler les personnages qu'il affectionne. Entre 1980 et 1982, on peut aussi citer le personnage Paradox, paru dans Marvel Preview. Il s'agit d'un métamorphe, danseur star et employé par l'agence de sécurité ISA au XXIe siècle. Bill Mantlo travaillera sur 2 autres adaptations en BD d'une ligne de jouets, Sectors, Warrior of the Symbion et Transformers. Il écrira aussi une mini-série pour le personnage qu'il avait créé dans Son of the Tiger, Jack of Heart. Malgré tout le travail fourni à la compagnie, Bill fut de moins en moins sollicité par son employeur et il n'avait plus vraiment besoin de courir après les contrats puisqu'en 1987, il était devenu avocat. Il faisait ce qu'il aimait le plus, aider les gens, un concept de solidarité et d'implication qu'il avait essayé de développer dans les histoires qu'il avait racontées. Son dernier gros travail sera Invasion, un crossover écrit pour DC, puis il se consacrera entièrement à la justice. Bill Mantlo se déplaçait principalement en roller ou à vélo. Le 17 juillet 1992, à approximativement 13h45, il fut renversé par une voiture roulant trop vite du côté du parc Morningside de Manhattan. L'impact fut violent, sa tête vint s'écraser contre le pare-brise du véhicule, le conducteur prit la fuite et ne fut jamais retrouvé. Bill resta dans le coma pendant 2 semaines avant de se réveiller. Il est resté depuis le jour de l'accident dans un état quasi végétatif et sa survie requiert une assistance 24 heures sur 24. Âgé de 73 ans, il est toujours en vie au moment de l'écriture de cette vidéo en août 2025. À noter que les frais médicaux de Bill ont un coût certain et c'est la mise en chantier du film Les Gardiens de la Galaxie qui a permis à sa famille de les couvrir, puisque Marvel a reconnu la paternité du personnage de Rocket Raccoon et lui verse donc des droits d'auteur. Maintenant que nous avons une vision globale de sa carrière, penchons-nous sur quelques exemples précis d'histoires écrites par Bill Mantlo. En septembre 1971, plus de 1000 détenus de la prison d'Attica, dans l'État de New York, se soulèvent pour dénoncer leurs conditions de vie et prennent des employés en otage. Après 4 jours de négociations, l'assaut des forces de l'ordre fait 43 morts, dont 10 parmi les gardiens. Cet événement reste un symbole à la fois des luttes pour les droits des prisonniers et de la brutalité de la répression. 4 ans plus tard, en septembre 1975, Mantlo transpose ces événements dans la série Son of the Tigers, dans le numéro 16 de Deadly Hands of Kung Fu. Dès l'ouverture de l'épisode, un prisonnier non armé est abattu à bout portant par des gardiens, conscients qu'ils devront ensuite prétendre à une légitime défense inventée. Plus loin, les Fils du Tigre évoquent la création d'une école gratuite pour aider les jeunes défavorisés, lorsqu'un avocat militant vient les solliciter pour la défense des droits des détenus. Eb Brown cite alors le massacre d'Attica.
Les héros décident d'organiser un spectacle dans la prison vue au début de l'épisode, où ils découvrent des conditions de détention indignes. Une ébauche de révolte éclate parmi les prisonniers, avant l'arrivée de la garde nationale. L'épisode suivant, dans le numéro 17, porte un titre sans équivoque, La politique de la mort. Dès la première page, la référence à Attica est réaffirmée. Un soldat de la garde nationale souligne que les prisonniers qu'on lui ordonne d'abattre sont de la même couleur que lui, mettant en lumière l'accusation de racisme. Lorsqu'un détenu affirme qu'ils n'auront jamais de procès car ils seront tués sur place, la menace est limpide. Quand un prisonnier trouve la mort en tentant de sauver Sun Lin, Lotus saisit une arme et abat le garde responsable. Dans ce comics américain des années 70, c'est bien l'émeute des prisonniers qu'on vit de l'intérieur, et les véritables méchants ne sont autres que les forces de l'ordre. Le principe de Marvel Team Up est simple, deux super-héros s'associent le temps d'une aventure commune. La plupart du temps, c'est Spider-Man qui fait équipe avec un autre personnage de l'univers Marvel. En France, la série fit les beaux jours de Special Strange. Dans les numéros 41 à 44, Bill Mantlo imagine un voyage dans le passé qui permet aux héros de croiser les protagonistes de la chasse aux sorcières de Salem, survenue en 1692. Le grand antagoniste de l'histoire n'est autre que Cotton Mather, figure historique bien réelle, célèbre pour avoir laissé le récit le plus détaillé de ces événements, bien que son rôle effectif dans le procès soit aujourd'hui jugé mineur par les historiens. Aux côtés de ce personnage, Mantlo convoque d'autres figures authentiques, telles que John Proctor, condamné à mort et exécuté, ou encore Tituba, servante accusée de sorcellerie. Il fait également apparaître certaines des jeunes accusatrices, Mary Walcott, Betty Paris et Abigail Williams, dont les témoignages jouèrent un rôle central dans l'engrenage judiciaire. Outre ces références historiques, l'influence de la pièce Les sorcières de Salem d'Arthur Miller est manifeste. Dans cette œuvre, Tituba est décrite comme une esclave originaire des Barbades, alors que les sources contemporaines la présentent comme une amérindienne. Miller suggère également que les jeunes accusatrices auraient été influencées par la culture de Tituba, une hypothèse absente des témoignages de l'époque. Ces deux éléments de fiction ont été repris par Bill Mantlo. Cette filiation avec Miller n'est pas anodine puisque la pièce est aujourd'hui reconnue comme une métaphore du macartisme et de sa chasse aux sorcières idéologique. De la même façon, la transposition de Mantlo, à son échelle, met en lumière les dérives de la peur quand elle devient un outil politique. Elle pousse une communauté à désigner, sans autre raison que l'irrationnel, un coupable arbitraire pour expliquer ses propres mots. À l'origine, le titre complet de Spectacular Spider-Man était Peter Parker de Spectacular Spider-Man. Le succès du personnage était alors suffisamment important pour justifier 2 revues publiées en parallèle. Paru en 1976, ce second titre avait pour ambition de se concentrer davantage sur la dimension personnelle et sociale de Peter Parker. C'est dans ces pages que le lecteur découvre plus en détail sa vie universitaire à l'Empire State University, au contact de personnages récurrents comme Flash Thompson, Debra Whitman, Philip Chang, Marcy Kane, Holly Gillis ou encore, comme nous allons le voir, Hector Ayala. Bill Mantlo prend les rênes de la série pour la première fois au numéro 9. Dès la première page, il introduit une situation inédite. Une grève étudiante éclate à la suite de la décision du président de l'université d'annuler les cours du soir. Peter Parker en perçoit immédiatement les conséquences. Cette mesure pénalise avant tout les étudiants pauvres, contraints de travailler le jour pour subvenir à leurs besoins. Parmi les protestataires, le professeur Vasquez dénonce le caractère raciste de la décision, sous-entendant que les étudiants blancs sont généralement moins touchés par la pauvreté que les étudiants racisés. Cette hypothèse est confirmée par Hector Ayala,
lors de sa première interaction avec Peter. Sans cours du soir, dit-il, il n'aura pas d'autre choix que de retourner à la rue, alors que pour Peter, la situation ne le concerne pas puisqu'il est blanc. Parker, d'ailleurs, ne semble pas véritablement affecté. S'il regrette que certains soient privés d'éducation, il conclut sa réflexion par un fataliste, mais puisqu'il n'y a pas de budget. En partant d'un simple problème administratif, Mantlo élargit la perspective vers une réflexion sur la lutte des classes et souligne en même temps le biais raciste profondément ancré dans la société occidentale des années 70. Un biais qui touche tous les personnages blancs du récit, y compris Peter Parker. Le reste de l'intrigue repose sur un malentendu. White Tiger est accusé, à tort, d'un vol commis à l'université. Spider-Man lui-même croit à sa culpabilité, ce qui donne lieu à la majorité des scènes d'action des numéros 9 et 10. Ce n'est qu'en constatant que le héros hispanique est respecté et soutenu par sa communauté que Peter commence à réviser son jugement, découvrant l'innocence de White Tiger. Pour Mantlo, tout est affaire de regard, de respect et de perspective. De la même manière que Spider-Man échoue d'abord à comprendre White Tiger, le président de l'université échoue à saisir la réalité vécue par ses étudiants, jusqu'à ce que ces derniers lui rappellent leur humanité. La conclusion, touchante de naïveté, voit finalement le président admettre son erreur et promettre de trouver une solution sans savoir encore laquelle. Tout le monde finit par se réconcilier. Si cette fin peut paraître décalée, c'est qu'elle obéit aux conventions d'une série grand public, peu encline aux résolutions amères. Mais Mantlo détourne habilement ce cadre pour aborder des thèmes rarement associés aux récits de super-héros, la réalité sociale et politique de son époque. Dans le numéro 10 de Swords of the Swashbucklers, le capitaine Rader et sa troupe débarquent sur la planète Kaisho pour aider le clan Moromai. Les pirates pensent les défendre contre les colonizers, mais découvrent vite que leurs ennemis sont en réalité d'autres autochtones, les guerriers des collines. Les Moromai acceptent leur aide, car ils croient voir en eux une réponse divine à leurs prières. Le prêtre Oji, convaincu que Rader est une déesse, change d'attitude lorsqu'il découvre qu'elle n'est qu'une femme. Son code d'honneur lui interdit d'accepter l'aide d'une telle alliée. Entre attirance et rejet, leur relation devient ambiguë. Lorsque les guerriers des collines attaquent, Oji refuse encore son soutien. Rader, vexé, ordonne le départ. Mais Domino Drake, sa nièce, se jette dans la bataille, bientôt suivi de l'équipage qui repousse les assaillants. Le clan Moromai n'en est pas reconnaissant. Être sauvé par une femme est pour eux un déshonneur. Oji refuse l'ultime proposition de Rader de la rejoindre, préférant mourir au combat dans l'honneur. Dans cette critique des traditions misogynes d'un peuple lointain, on perçoit un biais raciste. Les Moromai sont clairement représentés comme des Japonais avec des femmes cantonnées au rôle de geisha. Cependant, la charge de Bill Mantlo dépasse la simple référence culturelle. Si l'on reconnaît le Japon en filigrane, l'ensemble de la série dénonce surtout la figure masculine, le père en particulier, comme source du problème. La référence aux samouraïs constitue sans doute une facilité discutable, mais elle sert à rendre crédible un peuple dont les valeurs poussent la misogynie jusqu'à la mort. Ce choix narratif permet aussi d'interroger la place de la femme face au poids des traditions et invite finalement le lecteur à réfléchir à toutes les traditions, bien au-delà de celles du clan Moromai. La dimension internationale est rarement exploitée dans l'univers Marvel. Certes, contexte oblige, la Russie apparaît régulièrement dans les années 70, mais elle semble être pratiquement le seul pays à exister aux yeux des super-héros. On mentionne parfois le Canada ou l'Angleterre, on sait que Kurt Wagner est allemand ou Kororo Munro vient du Kenya, mais cela reste marginal, le décor international en tant que tel est quasiment absent. C'est donc un événement singulier que de voir la situation israélienne abordée dans Incredible Hulk numéro 256. Comme souvent, l'épisode s'ouvre sur un Hulk égaré dans un lieu inconnu, agressé sans raison apparente, et qui ne peut que répondre par la violence. Lorsque Hulk redevient Bruce Banner, Mantlo insère une scène récurrente dans son œuvre.
celle de l'enfant réconforté. Bruce se lie d'amitié avec le jeune Sahad, mais alors que l'enfant entre dans un café, un attentat se produit. Sahad meurt, tandis que Banner, resté dehors, assiste impuissant au drame. Fou de douleur devant cette injustice, il se transforme instantanément en Hulk. C'est à ce moment qu'intervient Sabra, super-héroïne israélienne, créée pour l'occasion. À ses yeux, Hulk est un complice des terroristes et elle l'attaque sans hésiter. Mais Hulk, déjà accablé, prend le corps du petit garçon et s'enfuit. Lorsqu'elle le retrouve, Sabra pousse l'absurde jusqu'à l'accuser du meurtre de Sahad. Hulk, furieux, lui oppose un constat implacable. L'enfant n'est pas mort à cause de lui, mais parce que son peuple et celui de Sabra refusent de partager la même terre. Venu chercher la paix en Israël, il conclut avec amertume « Il n'y a pas de paix ici ». Hulk s'enfuit de nouveau, laissant Sabra seule avec la dépouille de l'enfant. Lasse, elle s'agenouille devant le corps inerte. Le récit se clôt sur 2 cases saisissantes. Il aura fallu le Hulk pour qu'elle voie cet enfant arabe mort comme un être humain, et il aura fallu un monstre pour réveiller son humanité. Sur le plan narratif, l'épisode est profondément bancal. La chronologie des événements est confuse, les réactions de Sabra incohérentes. Elle voit Hulk combattre les terroristes, mais le croit allié à eux. Elle le voit pleurer la mort de l'enfant, mais l'accuse d'en être l'assassin. L'intrigue ne débouche sur aucune conséquence durable dans la série. Tout indique que Mantlo n'a conçu ce scénario que pour aboutir à cette ultime scène et délivrer son jugement moral. Car si, dans le récit, ce sont bien les terroristes qui causent la mort de Sahad, Mantlo fait porter à Israël une responsabilité plus profonde, celle de refuser de reconnaître la dignité humaine des enfants palestiniens. Mantlo deviendra un avocat pugnace. L'écriture de comics l'avait déjà préparé à défendre les plus faibles, et une fois engagé dans la carrière judiciaire, il s'y investira pleinement. Les récits que j'ai évoqués témoignent d'une sensibilité sociale rare, que le scénariste sut marier à l'univers imaginaire et populaire de Marvel, un tour de force. Fait révélateur, dès sa toute première histoire pour la maison d'édition, dans les épisodes 7 et 8 de Son of the Tiger, Mantlo fait intervenir un personnage Marvel sans raison scénaristique apparente. Sans doute, heureux de manier enfin les héros qui avaient nourri son enfance, n'a-t-il pas résisté à l'envie d'introduire celui qui lui tenait particulièrement à cœur, Matt Murdock, alias Daredevil. Le choix n'est pas anodin. Murdock est le seul super-héros dont la double identité repose sur une profession entièrement vouée à la justice, justicier la nuit, avocat le jour. Dès ses débuts, Bill Mantlo savait ce qu'il voulait raconter. Non pas seulement des aventures de super-héros, mais une histoire plus vaste, plus humaine, tournée vers la quête de justice. Une justice qui, à ses yeux, trouve sa valeur la plus haute non quand elle est imposée par des héros, mais lorsqu'elle est rendue par le peuple lui-même.